Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur la gamme Imperator. Donc Imperator, c'est un jeu de rôle euh, qui vous propose de nous retrouver dans la Rome antique. Donc je ne vais pas vous parler du livre de base, ça c'est le livre de base. Je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne. Je vais vous remettre le lien de toute manière. Mais aujourd'hui, en fait, ce que je veux faire, c'est vous parler de toute la gamme. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis que le jeu est sorti, il a bénéficié de deux pledges qui ont bien marché d'ailleurs. On espère un troisième assez rapidement. Et ce deux pledge a enrichi en fait le livre de base avec toute une gamme qui est ici. Donc vous voyez, ça commence à représenter un certain nombre d'ouvrages. Donc je voulais faire un focus là-dessus aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, la gamme d'Imperator. Alors quand Imperator est sorti la première fois, il est venu avec cet ouvrage qui est l'Aigle de Rome. Alors là, vous voyez, c'est la version couverture souple que j'ai. À l'époque, il n'y avait que celle-ci. Maintenant, je sais qu'il y a eu une version à couverture rigide qui a été proposée dans un des derniers pledges, le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, le mien, il est corné, machin, etc. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que je l'utilise pour jouer, car beaucoup de mes jeux ne restent pas dans l'étagère, et je les utilise à ma table. Donc bon, l'Aigle de Rome, qu'est-ce que c'est? Alors l'Aigle de Rome, c'est une campagne en 17 scénarios qui vous propose d'accompagner César depuis on va dire, une apparition furtive à l'époque de l'affrontement de Marius et de Sylla jusqu'aux ides de Mars. Donc en fait, c'est une saga, une fresque historique, on va dire. Alors, vous allez me dire, oui, mais on accompagne César, donc on va pas faire grand-chose. Alors, je vais vous dire non, parce qu'en fait, les personnages vont effectivement être dans les pas de César, ils vont pouvoir agir, ils vont avoir des missions à faire, ils vont même de la liberté, comme dans n'importe quel jeu. Alors, bien entendu, il y a des événements historiques qui, eux, se produiront. Il est hors de question d'aller buter César. Voilà. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence avec ce que l'on veut jouer et ce que l'on joue à la table. Mais, comme je disais, en fait, on va se retrouver dans une grande fresque. Donc, il y a 17 scénarios. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ces scénarios? Alors, avant de parler un peu de la campagne, je vais vous montrer quand même à la fin. À la fin, nous avons quand même un annexe qui est quand même très intéressant. Voilà, on y arrive, c'est quelque part par là. Voilà, ça c'est l'annexe. Donc, comme dans beaucoup d'ouvrages d'Imperator, on a souvent une annexe intéressante. Et celle-ci concerne en fait tous les consuls de la République romaine, de moins 100 à plus 27, en fait, effectivement. Et vous avez toute la liste des consuls, en fait, romains. Et ça, c'est vachement intéressant quand vous voulez donner vraiment de l'historique à votre jeu. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs, il est là. Vous avez également la liste des cités romaines d'Italie avec le nom français et le nom latin pour donner un peu de couleur à votre partie. Bon, à la fin, vous avez toute la liste des NPC qui apparaissent dans la campagne. Vous voyez, il y en a un certain nombre. Alors à chaque fois, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le texte du NPC, en fait, de son histoire, voilà. Et vous avez son stat block pour pouvoir le jouer, éventuellement. Voilà, donc là, en fait, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc cette campagne, en fait, les joueurs vont par exemple pouvoir intervenir dans le mariage de César, ils vont pouvoir aller faire pression sur un consul pour que César puisse épouser la fille de celui-ci, ils vont enquêter sur des tentatives d'assassinat, ils vont accompagner l'ascension de Jules César, le futur maître de Rome. Par exemple, j'ai un de mes joueurs, pour vous donner un exemple de choses historiques qu'il a joué, en fait, c'est lui qui a été murmuré à Sylla
persuadé de franchir le Pomerium et de marcher sur Rome. Alors, ce qui déclenche la première guerre civile romaine. Alors, bien entendu, il ne l'aurait pas fait, ça se serait passé quand même. Mais là, c'est quand même le joueur qui a déclenché ce grand événement historique, car c'en est un. Et donc, ça va être, la campagne va être ponctuée de choses comme cela, et c'est vraiment très intéressant. Alors, je veux dire, c'est une fresque presque familiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai dit, on part elle couvre, je ne sais plus, quelque chose comme plus de 40 ans d'histoire. Hein, donc, oui, une quarantaine d'années d'histoire romaine. Donc, en fait, vos personnages que vous créez au début ont très peu de chances de terminer la campagne, non pas parce qu'ils vont mourir en cours de campagne, mais parce que, tout simplement, s'ils ne meurent pas, ils vont devenir trop vieux. Donc, en fait, vous êtes invité à créer un personnage, on va dire, en plus, ou vous le créerez en milieu de campagne, comme vous voulez, hein, vous pouvez adopter, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un fils, on va dire, un fils légitime, entre guillemets, hein, enfin, bon, quoique l'adoption, c'est légitime aussi, donc vous allez utiliser un autre personnage plus jeune à un moment donné qui va prendre le relais de son père et développer un peu une espèce de saga familiale. Peut-être que son père est devenu sénateur et donc ce sera à lui de continuer en fait dans les pas de César. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, bah voilà, c'est en fait, donc comme je vous disais, c'est une campagne épique qui mène de la politique, qui mène de l'intrigue, qui mène de la guerre. Hein. Vous avez à peu près tous ces aspects. Alors, comment dire? Là, c'est pas franchement du clé en main. Hein. Là, par contre, il faut être clair, c'est pas franchement du clé en main. On va vous donner des événements, on va vous dire, bah voilà, il y a des fois, ça va pas être assez détaillé, en fait, au niveau historique, quelque part, vous avez été obligé de faire un peu de recherche, mais moi, j'aime bien, parce que c'est aussi ça, le jeu de rôle historique, ça vous permet d'apprendre des choses, de rechercher par vous-même, éventuellement, mais alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est un défaut de la campagne. Je vais vous dire, non, je ne pense vraiment pas, tout simplement parce que vous êtes quand même guidé, hein, il ne faut pas déconner, hein, vous êtes guidé. Mais par contre, pour appuyer certains points, bah, il va falloir faire peut-être un petit effort de recherche, un petit effort de documentation. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Vous voyez, le mariage de César, vous avez quoi d'autre? Le retour de Sylla, enfin vous avez plein d'événements, effectivement, les scénarios vont coller à l'histoire, et ça c'est vachement bien. Donc, Imperator, l'Aigle de Rome, une grande campagne, une grande fresque historique, où vous allez être dans les pas du futur maître de Rome. Le deuxième supplément que j'aborde aujourd'hui, c'est Africa. Alors, Africa, c'est un sourcebook, en fait, sur les provinces d'Afrique du Nord. Alors, on ne parle pas de l'Égypte, hein. Là, on parle vraiment des provinces d'Afrique du Nord. La Mauritanie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bon, de toute l'Afrique du Nord. Et en fait, donc on va vous décrire, alors géographiquement, historiquement, hein, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'au niveau de l'histoire, c'est précis, sans être vraiment scolaire barbant. Hein. Nous voyons effectivement l'histoire, mais présentée d'une manière fluide, d'une manière intéressante, qui ne va pas noyer le lecteur dans des comment dire, excusez-moi. Elle ne va pas noyer le lecteur dans des détails inutiles. Elle va être précise, mais pas scolaire barbant, comme je vous dis. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Donc on va vous décrire déjà sur une dizaine de pages, une vingtaine de pages, en fait, l'habitat, l'histoire, les peuples berbères, vous voyez, le temps de la conquête de Rome, et en fait, vous avez quelques peuples berbères qui sont décrits, avec leurs coutumes, leur langue, leur habitat, vous avez un peu tout ça. Ce que j'aime bien, et ce qui apparaît en fait dans ces suppléments-là, c'est qu'on a, vous voyez, ici, par exemple, c'est un encart d'idées, de scénarios. Et à chaque fois, ils sont présentés de la même manière, avec le fameux Veni, Vidi, Vici.
donc le Veni, voyez, vous avez un petit paragraphe qui va vous donner le contexte. Le Vidi, en fait, l'intrigue, on va dire, et le Vici, en fait, qu'est-ce que les héros vont être censés faire. Donc en fait, c'est des petits synopsis de scénar, mais qui vont, et il y en a plein, et qui vont vous donner en fait des idées de scénario si vous êtes un peu à court d'inspiration. Le gros, comment dire, plat de résistance en fait du supplément Africa, c'est la description des certaines cités en fait romaines, hein, des provinces d'Afrique du Nord. Donc là, on vous en donne toute une liste, mais en fait, dans cet ouvrage, on en décrit 5. Alors, il y a Carthage, Césarée, Leptis Magna, Timgad, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos des ruines de Timgad, c'est absolument fabuleux. C'est extraordinaire, il faudrait que je vous la mette en petite incruste. Et vous avez Volubilis. Alors là, par exemple, donc, ils vont être présentés un peu toujours de la même manière. Alors je vais vous donner l'exemple de Carthage, par exemple. Bon, allez, le port de Carthage, hein, tout de suite, ça a de la gueule. Alors vous avez son historique, hein, l'historique de la ville, sa situation actuelle, l'organisation administrative, la description en fait de la ville. Alors à chaque fois, vous avez des plans. Alors c'est des plans qui sont basés en fait sur les plans des ruines en fait actuelles. Alors c'est bien, c'est didactique, hein, on est bien d'accord, mais moi j'ai un petit regret, j'aurais préféré des plans ou un deuxième plan en fait, hein, quitte à qu'il soit pas historiquement complètement juste, hein, où on aurait effectivement, mais qui soit plus ludique avec plus de descriptions et que le plan soit plus complet. Mais bon, ça c'est juste mon avis à moi. Donc vous voyez, vous allez avoir la description de la ville haute, les faubourgs, on va vous décrire effectivement la ville, le Tophet de Carthage, c'est le fameux port, comment l'eau est amenée à Carthage, les termes, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez en fait toute la description de la ville de Carthage. Les ports, les villas romaines, la synagogue, etc. Et vous avez ça sur 5 villes. Donc en fait, vous avez quand même une bonne idée, même si ça ne va pas couvrir toutes les villes d'Afrique du Nord romaine, ça va vous donner une bonne idée en fait de la structure des villes de Rome dans ces provinces. Voilà. Donc ça, c'est un peu voilà, les 5 cités décrites, sans rentrer dans un détail fou, mais 5 cités décrites, effectivement, de Rome. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les personnalités. Alors, on va vous prendre toutes les personnalités historiques. Hein. Là, on parle vraiment de personnages historiques. On va donner, comme d'habitude, c'est toujours présenté de la même manière dans tous les suppléments. Donc, une description historique de ce que est le personnage et son stat block associé. Comme ça, vous avez effectivement tous les personnages historiques que vos personnages vont pouvoir rencontrer. Vous voyez, vous avez les personnalités berbères, par exemple. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc ça, vous avez les Romains, etc. Alors, il y a quelque chose aussi dans... alors, quand on parle de petits bestiaires, moi j'aurais dû plutôt dire mini bestiaires, hein, parce qu'on va vous présenter 3 créatures. Alors vous allez me dire, Imperator est plus historique, c'est vrai, Imperator est historique, mais vous pouvez quand même, si vous le désirez, mettre quelques touches de surnaturel, ou carrément du surnaturel, hein, comme vous le sentez. Et là, on va vous présenter effectivement 3 personnages surnaturels, avec une partie. Donc là, par exemple, vous avez la Gorgone, vous voyez, voilà, là, vous avez la Gorgone, avec à chaque fois un petit encart, pour une note au maître de jeu, en fait, pour donner une explication rationnelle à ces créatures surnaturelles, si vous ne voulez pas vraiment utiliser enfin, que ça soit plus des légendes. En fait, vous allez pouvoir le faire comme vous voulez, ou vous prenez vraiment la créature telle qu'elle est, hein, la Gorgone telle qu'on la connaît, ou alors vous allez avoir une petite explication. Alors par exemple, je ne sais plus la Gorgone, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elles sont toujours présentes? Rien n'est moins sûr. Peut-être que la personne profite d'une légende pour éloigner Rome et les intrus, etc. Donc vous voyez, on vous donne un
une petite direction pour, si vous voulez, atténuer le côté enfin le côté pas légendaire, le côté surnaturel dans votre scénario. Mais vous pouvez également l'utiliser plein pot. C'est comme vous le sentez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre? Alors, on va terminer par 4 scénarios, en fait, qui s'appellent Pax Africa. Il y a 4 scénarios intemporels, c'est-à-dire vous pouvez les mettre à peu près n'importe quand dans votre campagne, hein, il n'y a pas de date, c'est pas lié à des événements historiques. Hein. Donc, qu'est-ce que j'avais noté là-dessus? Oui, alors là, oui, c'est ce que je veux dire, ils sont assez éclectiques. Hein. Vous avez pour peut-être capturer, vous allez peut-être diriger un lupanar, oui, car il y a un lupanar de Carthage. Vous voyez, on arrive dans des possibilités totalement différentes, assez éclectiques, et c'est ce qui fait un peu la richesse quand même d'Imperator pour son panel de possibilités. Voilà, voilà. Et enfin, oui, on a quand même quelque chose, parce qu'on a quand même une petite série de scénarios à la fin du livre, qui, eux, sont historiques. Ça se passe en 14 après Jésus-Christ. On vous parle de... Alors, je n'arrive jamais à retenir son nom. C'est la révolte de Tacfarinas. En fait, Tacfarinas, c'est un auxiliaire berbère qui a mené une révolte contre Rome. Et donc, en fait, vous avez 4 scénarios qui, eux, s'enchaînent, hein, qui vont se passer pendant cette révolte, la révolte de Tacfarinas. Donc voilà, ça clôture l'ouvrage. Donc, Africa, effectivement, point d'orgue, plat de résistance, 5 cités d'Afrique du Nord, décrites relativement en détail. Donc, on continue avec la Judée. Donc, l'ouvrage que je vous présente, la Judée. Donc, comme son nom l'indique, hein, il va avoir pour thème la province de Judée, la province romaine de Judée. Alors, comme d'habitude, vous allez avoir une partie de... Bon, je ne vais pas vous montrer, ça n'a pas trop d'intérêt, là, comme ça. Vous allez avoir toute une partie de présentation historique de la province, hein. Alors, sa géographie, son histoire, ses habitants. Toujours pareil, d'une manière didactique, mais pas pénible. Donc ça, c'est un gros plus. Vous allez avoir les us et coutumes juifs. Vous allez avoir quoi d'autre? Vous allez avoir une description de la cité de Jérusalem, mais pas que, de Palmyre aussi, et de Pétra. Hein, donc une description en fait de ces 3 cités. Vous allez avoir les personnages historiques, hein, avec comme surprise, en fait, Jésus et ses apôtres. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ils vont être entre guillemets, les stars de la campagne qui arrivent avec ce supplément. Donc, voilà, je vais vous montrer quand même un petit peu, survoler très rapidement, donc là, vous voyez, on est sur la Judée avec sa géographie, son histoire, hein, donc vous avez toute cette petite carte, la période romaine, la période babylonienne jusqu'à la période romaine qui nous intéresse. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les premiers troubles, les révoltes. Hein, la Judée n'a jamais été une province relativement calme, enfin, en tout cas à l'époque là. Les us et coutumes du judaïsme, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc là, vous avez effectivement tout un résumé en fait de cela. Les différentes factions de Judée, hein, donc il y en a quand même quelques-unes, avec leurs relations entre elles. Donc, vous avez ensuite la cité de Jérusalem, donc avec ce plan. Oui, donc Jérusalem, vous avez donc oui, vous avez tout ça. Hein, donc oui, voilà. Alors, on vous présente le Saint-Sépulcre. Là, c'est un peu intemporel parce qu'en fait, on va vous donner des bâtiments qui n'existent pas forcément à la date où vous allez jouer. Mais au moins, vous savez où ils sont et qui ils sont là, quoi, hein. Donc, mais il faut quand même faire attention. Par exemple, vous n'allez pas mettre le Saint-Sépulcre avant... Non, je raconte n'importe quoi. Le Saint-Sépulcre, il existe déjà, je suis con. J'ai rien dit. Oubliez. Non, on oublie. Bon, alors...
Je vais quand même vous présenter effectivement la Judée. Hein, donc rapidement, un petit survol, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein, donc vous avez une carte de la Judée, son histoire de la période assyrienne jusqu'à la période romaine, donc qui couvre quand même un large panel. C'est quand même un résumé, hein, on ne rentre pas vraiment dans tout le détail de l'histoire, bien entendu. Vous avez toute la période romaine, là, celle qui nous intéresse se trouve ici, avec les premiers troubles, la naissance d'une religion qui est quand même très importante. Hein, elle va être le point d'orgue en fait de la campagne qui est proposée ici, la grande révolte, les us et coutumes du judaïsme pour savoir un peu ce qu'on raconte un minimum, les différentes factions de Judée, donc les Nazaréens, les pharisiens, qu'est-ce qu'on a d'autre, il y en a quelques-uns avec leur en fait un petit résumé et éventuellement leur relation entre elles. Ensuite, vous avez la cité de Jérusalem, un plan quand même, donc qui va vous donner une idée générale de la ville, avec à chaque fois, vous voyez, la tour de David, la porte de Jaffa, donc des monuments de la ville où il se trouve, et en gros, une description. Voilà, donc là, vous avez toute la Jérusalem. Ensuite, on passe à Masada. C'est une forteresse dans le désert, si vous ne connaissez pas. Vous avez Petra également, donc voilà. Et là, comme je disais, nous avons les personnages historiques romains. Hein, donc, vous allez avoir voilà, en fait, tous les personnages historiques romains. Voilà, je le cherchais, Ponce Pilate, par exemple. Et vous allez avoir les personnages historiques juifs. Et enfin, vous allez avoir les apôtres et les disciples de Jésus. Hein, donc vous avez à chaque fois donc, un petit historique, comme d'habitude, et le bloc stat. Donc vous avez même le bloc stat de Jésus, si vous voulez. Et on a même des artefacts, c'est assez rare en fait, vous voyez, dans Imperator, mais ça mène à tout. Nous avons l'étape de la loi, par exemple, les trompes de Jéricho, la Sainte Lance, avec un petit pouvoir divin, on va dire, associé à ces artefacts. Voilà, et là je vais aborder maintenant les apôtres de la Nouvelle Foi, qui est le plat de résistance de ce supplément, qui est une grosse campagne, comme vous allez voir. Alors, les apôtres de la Nouvelle Foi. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, enfin, quoi que l'histoire de Jésus, je suppose que vous la connaissez, mais il n'y a pas que ça dans la campagne. Hein. Donc, en fait, c'est une superbe campagne biblique et historique, en fait, qui se déroule, en fait, de -5 à +37. Et, en gros, cette période est couverte par 5 gros scénarios, hein, qui sont même découpés en plusieurs épisodes. Alors, comme dans l'Aigle de Rome, de -5 à 37, il y a des chances quand même que les personnages qui interviennent au début de la campagne ne soient plus trop frais, on va dire, entre guillemets, pour faire la fin. Donc, il est certainement indispensable qu'à un moment donné, vous switchez de personnage. Donc en fait, bon, comme je disais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, vous allez suivre la vie de Jésus, plus ou moins de près. Hein. Vous allez peut-être pouvoir assister quasiment à la naissance du Christ, jusqu'à sa crucifixion. Vous allez rencontrer des rois étrangers, vous allez peut-être même diriger la cité de Jérusalem, hein, après quelques aventures, on va dire. Et donc, en fait, vous allez même rencontrer Messala et Bénur. Donc, on est vraiment dans la fresque biblique, quasiment dans le péplum, donc, en fait, moi, j'aime beaucoup, parce que là, on est vraiment au cœur de l'histoire, au cœur de par exemple, du film Ben-Hur. Hein, la campagne, c'est un peu ça, quelque part. Hein. Bon, c'est pas la vie de Ben-Hur, c'est pas la vie de Jésus, c'est la vie des personnages dans cet environnement sur une quarantaine d'années. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas spoiler, mais c'est vraiment une superbe campagne sur un thème quand même vachement original. Hein. On n'a quand même pas ça souvent dans le jeu de rôle. Donc,
pour moi, c'est une belle réussite. Une belle réussite, digne d'Hollywood, des plus grands péplums, digne de superbes parties de jeux de rôle, à mon avis. Hein, car vous allez devoir faire des choix, parfois, avec les rébellions en cours, et même sur la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des règles qui sont prévues pour voir comment cette nouvelle foi qui émerge, comment elle va, si elle va, et comment elle va le faire si ça arrive, à toucher en fait les personnages et peut-être les emmener dans la foi du Christ. Donc en fait, on a rajouté ces petites règles qui n'existent pas dans le jeu de base pour la campagne, c'est relativement bien foutu et risque quand même vous allez avoir une superbe progression des personnages à tous les niveaux, quoi, et au niveau de leurs croyances. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est tout, pas grand-chose. Ah si, quand même. On a, comme je disais, on a toujours des annexes. Alors là, les annexes, qu'est-ce qu'on a? On parlera des dessins, parce que si vous avez bien suivi, vous avez vu qu'on en retrouve quand même à peu près dans tous les ouvrages. Mais je viendrai à la fin sur ce sujet. Donc, nous avons dans ces annexes de nouveaux avantages, de nouveaux défauts. Hein, donc, que vous pouvez piquer dedans. D'ailleurs, là, pour n'importe quel personnage, à n'importe quelle époque, hein, il n'y a aucun problème. La liste des dirigeants de la Judée. Et en fait, on n'a encore pas fini, parce qu'en fait, cet ouvrage est rempli, hein, il déborde de choses. Et là, on va pas trouver ni 5, ni 10 synopsis, mais on va trouver 11 synopsis. Alors, pas comme les petits encarts, les Veni Vidi Vici, hein, parce que vous les avez aussi, je crois, ici. On en trouve aussi dans le... Bien sûr, là, je ne vais pas les trouver. Mais bref, non, je ne vais pas les trouver. Il y en a peut-être moins dans celui-là, certainement. Bon, c'est pas grave. Vous avez 11 idées d'aventure, synopsis. Alors, vous voyez, mais les synopsis, c'est quand même ça. Hein. Par exemple, c'est celui-là. Donc, en fait... il y a déjà une belle présentation de l'histoire, à vous, en charge de prendre celle que vous voulez, de l'adapter et de créer un beau scénario avec. Donc voilà, ça c'est le supplément Judée que j'aime beaucoup avec toute sa dimension biblique. Le supplément suivant, Magna Germania. Alors lui, le thème, comme son nom l'indique, on va partir de l'autre côté du Rhin à la découverte des peuples germaniques ennemis de Rome et dont la pacification ne s'est pas bien passée. Voilà, Magna Germania, comme d'habitude, on a une présentation historique de la Germanie, mais là, on rentre beaucoup dans les coutumes des Germains, on rentre dans les différentes tribus, hein, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et ils ne se comportent pas tous de la même manière. Alors là, bon, déjà, vous avez l'historique, vous voyez, avec, la bataille de Teutobourg, les conséquences, etc. Donc, en fait, tout l'historique. Donc là, effectivement, vous avez une carte avec les différents peuples germains, et je dois dire que le boulot de Bruno Guérin, en fait, sur ce sujet est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Hein, je ne connaissais pas effectivement tous ces peuples, parce que là, vous allez avoir à chaque fois les peuples de Germanie avec leurs particularités, de la manière qu'ils se sont comportés avec Rome. Hein, plutôt alliés, plutôt ennemis, complètement ennemis, voire complètement alliés, etc., etc. Et à chaque fois, vous allez pouvoir jouer voilà, par exemple, les Chérusques. Vous allez pouvoir jouer un Chérusque, par exemple. Donc là, on va vous donner, parfois, vous avez le droit à certains défauts ou certains avantages. Et on va vous expliquer comment jouer, par exemple, un Chérusque. Hein. Alors, ça peut très bien être, un marchand ou un solde de Rome, ça peut être très bien un éclaireur, un auxiliaire, etc., etc. Mais vous allez, disons, c'est pas prévu pour que vous jouiez des Germains
contre Rome, quoi. C'est toujours prévu pour jouer des Germains qui vont interagir avec Rome, plus ou moins pacifiquement, mais plus au service de Rome que ennemis frontaux. Donc voilà, vous avez effectivement, et là vous en avez quand même pas mal, hein, des peuples germains. Vous avez donc effectivement après toute la cosmogonie des dieux germains qui se rapprochent beaucoup en fait de dieux que l'on connaît. Hein. Donc là en fait ce qu'ils ont mis à chaque fois, c'est qu'il a mis il y a le nom germain, par exemple Donar, c'est le dieu du tonnerre, donc le nom qui est quand même plus connu chez nous, enfin chez les Nordiques, et qui est venu jusqu'à nous, c'est Thor. Frage, c'est Frey, etc., etc. Goth, c'est Wotan, ou Odin, voilà. Voilà. Donc en fait, vous avez tout cette explication qui est vachement bien. Donc en fait, toute la partie historique, la partie historique des peuples germains. Vous avez des grandes cités romaines, car les Romains ont quand même fondé des cités en Germanie, hein, il ne faut pas croire, hein, Cologne, Mayence, Trèves sont 3 exemples qui sont repris ici, donc comme avec une description de la ville, avec pareil les encarts, Veni, Vidi, Vici, qui sont des mini-synopsis pour vous aider à faire des scénarios si vous n'avez pas l'inspiration, des personnages de chaque ville hein, que vous allez pouvoir utiliser, etc., etc. Donc vous avez les 3 villes là, parce qu'après on passe au plat de personnages historiques encore, donc on revient. Vous avez les personnages historiques, vous avez Germanicus, vous avez Drusus, celui il est moins connu, vous avez Varus, lui qui est très connu, vous avez Arminius, etc., etc. Donc là vous avez tous les personnages historiques en fait de l'époque. Et ensuite, vous allez arriver où vous allez arriver en fait avec un bestiaire aussi. Alors là, dans Germanie, comment dire, le supplément est beaucoup plus mystique, beaucoup plus sauvage. Hein. Nous sommes au milieu de la plupart de la Germanie est couverte de forêts. Les peuples germains vénèrent les esprits, il y a les chamans. Et là, on va toujours jouer un peu sur l'équilibre du pragmatique et du surnaturel. Ce sera à vous de faire la balance ou pas, enfin, donner l'ambiance que vous allez vouloir, mais ça va toujours être un peu oppressant hein, au milieu de cette forêt énorme et de ces esprits et de ces légendes. Et là, vous avez, comme dans la Judée, la Judée, vous avez un mini bestiaire. Non, c'est dans Africa qu'il y avait un mini bestiaire, donc là, vous en avez un aussi. Et nous arrivons à Pax Germanica, qui, elle, est la campagne. Alors, c'est pareil, là, nous avons une superbe campagne qui va vous mener d'avant le désastre de Teutobourg, jusqu'à Germanicus et la pacification romaine, enfin, le début de pacification romaine qui ne s'est jamais vraiment terminé. Donc en fait, là, vous allez participer à l'histoire, encore une fois. Hein, vous allez être dans la forêt de Teutobourg. Est-ce que vous allez échapper au massacre? Est-ce que vous allez être sur place quand les légions se sont fait laminer par Arminius? Vous allez peut-être essayer de confondre Arminius. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que je ne veux pas spoiler, comme d'habitude. Mais enfin, bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette campagne qui est beaucoup plus mystique, beaucoup plus primaire, dans le sens primal, hein, dans le sens esprit, dans le sens chamanisme, dans le sens peur, dans le sens peur de croyance aux esprits, aux monstres, etc., etc., qui ne sont pas forcément vrais. Hein. D'ailleurs, ça va être à vous de le donner à vos joueurs tel que vous le souhaitez. Mais en tout cas, on se retrouve dans un vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est pas loin. C'est peut-être mon préféré, en fait, de toute la gamme qui est sorti. C'est Pax Germanica. Pour ce côté, on va avoir un autre, comment dire,
une autre vision en fait du jeu. Hein. Là, vous voyez, on a vu des scénarios historiques avec César, on a vu des scénarios bibliques avec la Judée, et là, on a des scénarios beaucoup plus peur primale, peur forêt maléfique presque, peuple barbare, qui va jouer sur la peur des Romains de l'époque. Et franchement, c'est vraiment une très grande réussite. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur la campagne sans dévoiler? Donc, elle se passe en 7 épisodes. Voilà. Et en fait, pareil que la Judée, vous avez... alors là, vous avez pas 10 synopsis, mais vous avez 15 gros synopsis qui sont à la fin de la campagne. Alors, comme les autres, bah voilà, vous avez les scénarios, vous avez l'anneau unique, et vous avez 7 nains dans la Blanche-Neige. Ce n'est pas un scénario X, je crois pas. Bref, donc en fait des synopsis, il y en a une quinzaine comme ça, donc vous avez de quoi faire encore, en plus de une fois que vous aurez terminé la campagne. Et là, quelque chose encore dans les annexes qui est vraiment très utile, que je trouve moi, que vous pouvez utiliser, et là par contre à peu près n'importe où. Vous avez quoi? Vous avez pour l'armée la solde annuelle, hein, vous avez les salaires, vous avez combien vous coûte un domaine, vous avez, enfin non, pas un domaine, combien coûte vous voyez, un aqueduc, un domaine viticole, une villa luxueuse, vous avez tous les prix, et vous avez toute la liste des légions qui ont existé avec son créateur, quand est-ce qu'elles étaient actives, où est-ce qu'elles ont été déployées, à combien de campagnes elles ont participé, et puis des petites remarques, genre par exemple détruites par les Parthes ou par les Germains, où elles se sont révoltées, etc. Là, par exemple, l'équipement d'une légion, donc vous avez toute la légion, la constitution d'une légion, hein, comment elle est constituée, 7 légats, 7 trémains, un aquilifère, etc. Avec voilà, le poids des armures. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça, mais ça va vous donner quand même des idées pour être raccord. Et ça, c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, Pax Germanica, un très bon supplément, et qui donne encore une autre vision de ce jeu. Le supplément suivant que j'aborde, c'est Pompéi, et donc les derniers jours. Alors, c'est un supplément qui va vous donner toute la description de la ville de Pompéi, mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser vraiment en étant Pompéi. Vous pouvez utiliser cette ville, ça peut être n'importe où dans la péninsule italienne, peu importe. Vous pouvez la mettre et utiliser certains bâtiments. Bon, je vais vous montrer comment ça marche, plutôt que de raconter n'importe quoi. Donc voilà. Donc Pompéi, vous avez son histoire, hein, jusqu'à cette journée fatidique qui l'a rasée. Et vous avez une carte, qui se trouve ici, vous voyez, avec à chaque fois, alors les numéros, c'est tous les lieux qui sont décrits dans le supplément, et vous voyez qu'il y en a pas mal. Donc les lieux connus Pompéi avec les structures publiques qui ne sont pas numérotées, machin, mais on va arriver après. Pourquoi? Je vais vous montrer, je passe directement à la suite, parce que là, vous voyez, pour chaque, là, elles sont numérotées. Donc si elles sont numérotées, elles sont sur la carte. Donc elles sont positionnées sur la carte, et à chaque fois, vous avez ce que c'est. Ça, c'est la villa de Julia Félix. Vous avez la description de Julia Félix et son bloc stat. Vous avez voilà, la description de la villa, si elle a des termes, si elle a de l'eau, etc. La maison des Satries, la maison machin. Enfin, vous avez la parfumerie, les 1000 senteurs, etc. Voilà, la maison de Bacchus, l'armurerie de Mars. Et à chaque fois, donc, une description assez complète avec un plan. Il y a quasiment un plan sur chaque bâtiment. Et ça, c'est quand même une grosse force, en fait, de ce supplément. Les personnages qui sont dedans, il y en a des historiques, mais pas que. Hein, il n'y a pas que des historiques. Hein, on a brodé hein, sur les habitants de Pompéi. Et vous avez effectivement donc toute cette description qui est vachement intéressante avec, vous voyez, des idées de scénario encore, là aussi.
vous avez voilà, encore une idée de scénario. La maison, voilà. Je vais pas faire le tour quand même, parce que ça va être assez barbant hein, de le prendre comme ça. Mais pour vous donner une idée de la description, voilà, comment a été traité Pompéi et sa description. Ce qui va vous permettre effectivement si vous cherchez une villa, à la limite, bah, vous prenez une villa qui est là-dedans, une boulangerie, vous prenez une boulangerie qui est là-dedans, et vous prenez le NPC qui va avec, et vous le mettez dans votre campagne, dans vos scénarios à vous, ce qui est quand même une belle aide de jeu. Ou alors, vous pouvez utiliser carrément la ville, effectivement, Pompéi, et emmener vos joueurs à l'intérieur. Vous avez tout pour la décrire correctement. Voilà. Donc ça, c'est le gros morceau, en fait, du supplément, hein, comme ça se présente toujours de la même manière, hein, c'est vraiment le gros morceau. Et à la fin, on arrive... voilà, vous avez la liste des habitants de Pompéi. Alors, c'est pas tous les habitants de Pompéi, bien entendu, mais vous avez classé par commerçant, par contremaître, par... on a créature, bah oui, il y a un peu de fantastique aussi, si vous voulez en rajouter, les gladiateurs, l'hébergement et la restauration. Donc, en fait, rien que ça, si vous voulez... à brûle-pourpoint, en cours d'une partie, et pas être pris au dépourvu, vous prenez par exemple, je sais pas, les artisans, voilà, ils rentrent chez un potier, et ben vous avez son nom, vous avez la page où il se trouve, et vous avez toute la description, et là, vous allez pouvoir enchaîner très rapidement, sans inventer quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une aide précieuse à ce niveau. Donc là, on n'a pas que Pompéi, on a aussi ses environs. Vous voyez, vous avez Capri. Donc là, c'est beaucoup plus succinct. Hein, Herculanum. Alors Herculanum, on a quand même une description. Alors là, c'est pareil. On a un plan, mais un plan des ruines. J'aurais préféré un plan de Pompéi comme il y avait avant. Vous allez me dire, bah oui, mais peut-être que Herculanum, ouais, mais j'aurais préféré un autre plan ou un deuxième qui soit un peu plus ludique, un peu plus complet. Voilà. On a quelques particularités de supplément Pompéi. Par exemple, vous avez un ludus. Vous allez pouvoir, vous avez le prix des esclaves, des gladiateurs, de combien un organisateur de jeu va payer le ludus. Vous avez à peu près tout ça pour gérer votre ludus. Si vous avez l'âme d'un laniste. Voilà. Alors, à la fin, et c'est pareil, donc on a une petite description quand même, vie et mort du gladiateur et les combats. Parce que là, on va casser du mythe. Hein, les combats à mort, il n'y a pas tout le temps, c'est pas souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'organisateur des jeux va être obligé de payer le laniste hein, s'il y a des morts. Il n'a pas trop envie de débourser un peu plus qu'il a déjà payé pour l'organisation des jeux. Donc, ça arrive assez souvent, il y a des règles, il y a des arbitres. Et là, vous avez un petit survol, en fait, des gladiateurs, des combats de gladiateurs, et comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, on a les scénarios. Alors, c'est pareil, je ne sais plus. Non. On a 4 scénarios, en fait, dans Pompéi. Il y en a 4 qui sont intemporels, donc vous pouvez les placer à peu près à n'importe quelle époque. Et il y en a un qui se passe en fait dans les derniers jours de Pompéi, que j'aime bien. Donc vous avez jour par jour, avant l'éruption du Vésuve, et un petit système qui va voir si vos personnages vont arriver à s'enfuir avant la destruction totale de la ville et la fin de leur carrière, on va dire. Donc voilà. Donc je pense qu'ils sont assez originaux, je pense qu'ils représentent 1 ou 2 séances de jeu. Hein. Quand je dis une ou deux, des séances de jeu, je dis au moins, j'ai au moins 4 heures, hein. Je dis pas des séances de 2 heures. Voilà, donc vous avez donc les scénarios, il y en a plusieurs, et vous avez les derniers jours de Pompéi, qui est le dernier je sais plus où il est d'ailleurs, enfin bon, bref, peu importe. Et oui, il est là en fait. Voilà, il est là. Ça, c'est les derniers jours de Pompéi, avec effectivement la fameuse éruption. Et bien, c'est pas fini, parce qu'on a encore... Pour ça, je me suis trompé, que je ne trouvais pas, parce qu'on a Aventure à Pompéi, et on a 18, cette fois-ci 18, encore plus que les autres, 18 synopsis d'aventures qui vont se dérouler à Pompéi.
Donc, et quelques personnages, voilà, personnages hauts en couleur, avec leur histoire. Mais pareil, en fait, ces personnages-là, vous pouvez les utiliser n'importe où et n'importe quand dans vos campagnes. Donc voilà pour le supplément Pompéi qui va vous décrire en détail, en fait, Pompéi, mais une ville romaine. Et on va rentrer vraiment dans le détail, bâtiment par bâtiment. Voilà pour Pompéi. Alors là, on va arriver maintenant dans les deux derniers suppléments. Pourquoi j'ai regroupé ici? Parce que les deux se passent dans le cadre de Rome, la ville éternelle. Alors, celui-ci, alors pourquoi je le lis comme ça? C'est Septimontium. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas le titre sur la couverture. Il n'y a rien, il y a Imperator, mais d'habitude, vous avez toujours, par exemple, là, vous avez Pompéi, mais là, il n'y a rien. Alors, bug d'impression, volontaire ou pas, je sais pas. Moi, je penche plutôt vers le bug d'impression. Et là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un recueil de 7 scénarios qui se passent tous à Rome et qui ont pour sujet, en fait, une des collines de Rome. Hein, il y a 7 collines à Rome, hein, et chaque scénario utilise, en fait, la particularité d'une de ces collines. C'est surtout au niveau social que la particularité de la colline. Hein. Et vous avez à chaque fois un scénario bien développé, d'ailleurs très... vous avez un peu de tout. Hein. Alors on a toujours par contre des personnages, il y a un peu le fil rouge, comme quoi ils sont au service d'un certain... comment il s'appelle Decius Eustachius Trenus, qui lui est effectivement en gros le patron de vos personnages. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque entrée de scénario, vous avez une description en fait, donc là Inventinus, donc l'Aventin, et vous avez par exemple une description de la ville faite par un guide. Donc ce matin, moi, Volésus, je vais vous faire visiter la colline colorée de l'Aventin, ses échoppes d'artisans, son port et sa plèbe gouailleuse. Vous allez voir le Tibre de près avec ses méandres et son île au loin, et qui sait, peut-être apercevrons-nous un vieillard barbu qui pourrait être le dieu Neptune en personne. Il se murmure qu'il se promène parfois incognito sur le port. Enfin, vous voyez l'idée. Donc en fait, vous avez effectivement à chaque colline qui précède le scénario une description de toute la colline en question. Enfin, du secteur, du quartier de cette colline. Donc vous avez, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce supplément, vous avez 7 scénarios, vous avez un peu de tout. Vous avez aussi vous avez même du fantastique, donc c'est assez éclectique. Alors à la fin, une petite curiosité, ça s'appelle Ars Bellica. C'est comme un espèce de petit jeu de plateau, un peu je vais pas dire un jeu de loi, ce serait réducteur parce qu'il y a quel bon. Alors moi personnellement je le trouve assez anecdotique, mais bon, il est là, quoi, pourquoi pas. Hein, donc ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle, là, du coup, hein, c'est vraiment un jeu de plateau totalement à part. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça a été mis ici, je sais pas. Bon, bref, voilà, donc 7 collines de Rome, 7 scénarios, Septimontium. Et j'arrive enfin au dernier supplément de la gamme Imperator qui a été publié jusqu'à présent, qui est pour moi la pièce maîtresse. Pourquoi? Parce qu'elle parle de Rome, la cité éternelle, et c'est un supplément dédié à Rome. C'est également le plus gros supplément, hein, on a plus de 300 pages. 320 pages. Donc, comment est articulé celui-ci? Donc, en fait, Rome, déjà, vous allez avoir, comme d'habitude, un rappel historique de la ville, hein, la topographie, hein, où elle a été bâtie, son histoire, etc. etc. Bon, on passe assez rapidement, parce qu'en fait, on arrive très vite dans le vif du sujet. On arrive au quartier par quartier. Donc là, on a une carte. Alors, j'en ai une grande, mais je crois qu'elle est en plus. Hein. Elle a acheté en plus. Moi, je l'avais eu dans le pledge. Et donc, vous avez la cité antique de Rome avec ce qu'on appelle les Reggio. Donc, les Reggio, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les quartiers, hein, qui sont notés ici. Et pourquoi? Parce que tout le supplément va vous montrer, donc effectivement,
tous ces quartiers, et là, vous voyez, on reprend ça, on reprend plein de notations, là, dans le quartier 1, par exemple, avec tous les bâtiments, en fait, de ce quartier. Donc, avant cela, il faut quand même parler un peu, effectivement, des constructions communes, par exemple, les aqueducs, les citernes, on vous dit combien il y a de citernes, combien il y a d'aqueducs. Enfin, en Rome, il y a 9 aqueducs. On vous explique en gros comment ça a été, quand ça a été construit, comment et pourquoi. Les catacombes, l'arc de triomphe, voilà, etc., etc. Alors, à noter que le scénario est complètement intemporel, c'est-à-dire que là, ça devenait... Alors que Pompéi, elle, a été figée dans le temps, vous avez tous ces bâtiments de l'époque, hein, en 72 avant Jésus-Christ, quand le Vésuve a pété. Là, par contre, Rome, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous avez eu l'histoire de Rome est sur... les millénaires. Donc vous avez des bâtiments qui ont existé, puis qui ont été détruits, d'autres construits, etc., etc. Donc là, vous avez une Rome où vous avez à peu près des bâtiments de toutes les époques, notés sur les plans. Hein, parce qu'il aurait fallu faire à la limite un supplément par époque si vous vouliez avoir la distinction entre les époques. Mais là, ce qui a été quand même prévu, c'est qu'à chaque bâtiment, et c'est ça qui est quand même assez fort, sur chaque bâtiment, décrit dans le supplément, vous avez sa date de construction. Donc quand vous jouez, vous savez quel bâtiment existe et quel bâtiment n'existe pas. Donc, comme je disais, organisé en quartier, avec la description, vous voyez, alors là, vous n'avez pas de dessin comme dans... enfin, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que... Enfin, si, il y en a quand même. Ouais, mais enfin, pas tant que ça. Vous n'avez pas tous les bâtiments. Tous les bâtiments ne sont pas décrits, contrairement à Pompéi, où ils étaient quasiment tous. Pourquoi? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et je pense que le supplément, du coup, passait à un nombre de pages beaucoup plus conséquent. Et donc, vous avez à chaque fois donc, des personnages historiques ou non, hein, que vous allez pouvoir utiliser. Bon, je ne vais pas vous faire tout le bouquin, hein, parce que vous avez compris, vous voyez, voilà, le mont Caelius, c'est ce quartier. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? La caserne des Pérégrins, le grand marché de Néron, la vallée de Camène, l'antre du Cyclope, le camp martial, le lupanar de Caelius, la maison de Tetricus, l'aqueduc de Néron, l'annexe du Colisée, la nouvelle curie. Vous voyez, vous avez tout ça dans tous les quartiers. Et franchement, moi, je trouve que c'est assez... c'est pas un supplément qui va se lire page par page, hein, on est bien d'accord, mais qui va être hyper utile. Moi, par exemple, dans une partie, j'ai voulu rajouter des choses au scénario d'origine qui se passaient dans Rome. Et donc, j'ai inventé tout un pan de l'histoire et je me suis basé sur ce supplément pour donner en fait la couleur historique, pour leur dire, parce que je ne savais pas où le classer, j'ai trouvé un NPC qui correspondait, avec où est-ce qu'il habitait, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, placer effectivement comment ça s'appelle, les guildes, les différentes guildes. Donc, en fait, c'est vachement utile pour vous aider à développer vos scénars dans la ville éternelle. Donc, vraiment un boulot de titan, un boulot colossal, en fait, hein, vous voyez, vous avez tout le Colisée, hein, donc le Colisée a été construit en 70, hein, si vous jouez avant, il n'existe pas le Colisée. Donc avec, voilà, vous avez Jurgal Germain, ouais, ça c'est un gladiateur, voilà, les gladiateurs de Ludus Magnus, et là vous avez le Ludus Magnus, le Ludus Didacius, le Ludus Matutinus, j'ai un peu de mal. Voilà, donc en fait, tout le supplément est organisé comme ça. Alors, à chaque fois, vous avez toujours ces petits encarts un peu bruns qui sont des idées de scénario et qui sont vachement intéressants pour vous aider à faire vos scénars. D'ailleurs, en fait, c'est un peu le truc de toute la gamme. En fait, la gamme est pensée pour vous aider à vous donner des idées. Et vous ne pouvez pas dire « Oh, je ne sais pas quoi jouer », parce que vous trouverez toujours quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, on arrive à la fin des différents
Alors là, oui, là, on est passé à autre chose, parce qu'on voilà, on a Ostia, hein, qui est le port de Rome, qui a quelques dizaines de kilomètres, et vous avez une petite description aussi d'Ostie. Voilà. Alors après, on a dans les annexes, c'est pareil, avant de passer aux idées de scénario, des choses qui ont comme accompli, et c'est quand même assez génial. Hein. Vous avez la liste des habitants de Rome, les empereurs, les rois, les commerçants, les auriges, les artisans. Vous avez un peu tous les fonctionnaires, les employés des thermes, les gladiateurs, les lanistes, les magistrats, les membres de la pègre, les médecins. Vous voyez, voilà, vous avez énormément. Alors, vous avez, alors là j'ai un petit reproche quand même, c'est-à-dire que vous avez, dans quel quartier vous allez le trouver, AD ça va être en gros le bâtiment, mais bah, vous n'avez pas la page, donc c'est un peu plus chiant à trouver. Moi je trouve qu'on aurait eu la page, ça aurait été mieux. Ensuite, vous avez la liste des lieux de Rome classés par type. Donc tous les amphithéâtres, tous les bâtiments politiques, toutes les boutiques, toutes les casernes, tous les monuments commémoratifs, les maisons, les palais, les jardins, les lieux de commerce. Voilà, vous avez vraiment tous les différents temples. Vous avez quand même un gros paquet. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, c'est tout. C'est génial. À la fin, nous avons des idées de scénario. Alors là, c'est pareil, ce sont des idées, donc des synopsis de scénar. Hein, donc là, on a, je sais pas, est-ce que je les ai comptés? On a 14 quand même, hein. 14 idées de scénario. Donc en fait, il ne vient pas avec un scénario complet, mais 14 idées quand même de scénar. Donc à vous à développer avec des personnages hauts en couleur à utiliser effectivement dans vos parties. Voilà, donc ça c'est le supplément en fait de Rome, la cité éternelle, une pièce maîtresse en fait, hein, parce que bon, on ne peut pas jouer à Imperator sans Rome, donc une pièce maîtresse en fait de la gamme, enfin en tout cas à mon avis. Alors voilà, donc j'arrive un peu à ma petite conclusion de toute cette gamme. Moi je trouve qu'Imperator s'est enrichi au fil des publications. À donner différents aspects de tout ce qu'on peut aborder dans Imperator, et c'est pas seulement un jeu de légionnaire et un jeu historique pur et dur qui risque d'en rebuter certains. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut aborder énormément du coup d'aspects différents dans ce jeu. Hein. Les aspects politiques, historiques, genre l'aigle de Rome, quoi, qu'il n'y a pas que du politique, hein. On a quand même de la baston, hein. On n'est quand même pas là pour rire. Vous avez le côté biblique péplum avec la Judée, vous avez le côté mystique sauvage avec Magna Germanica, n'importe quoi, Magna Germania. Donc en fait, vous apercevez en lisant cette gamme que vous pouvez aborder énormément de points, énormément de scénarios différents et donner beaucoup d'ambiances différentes à vos parties. Et ça, c'est vachement bien. À noter quand même, j'insiste en fait, encore une fois, on a un côté didactique mais pas pénible et quoi de mieux que de jouer en s'instruisant. Moi, je trouve que c'est vachement bien. C'est un jeu français et qui, quand vous regardez, et il a été fabriqué et imprimé en France. Il n'y a pas eu besoin de l'envoyer au bout du monde pour le sortir, et avec des prix absolument contenus, hein, largement contenus même. Hein, vous voyez, 320 pages, 38 euros. Les autres suppléments sont aux alentours de 30, hein, celui-là 32, 29. Ouais, la plupart des suppléments sont à 32. Voilà. Oui, ils sont tous à 32, sauf effectivement l'aigle de Rome, parce que j'ai la version souple. Et effectivement, Rome, qui est beaucoup plus gros, et qui a 38. Vous vous rendez compte, 320 pages, 38 euros. Moi, je trouve que JDR Édition fait un travail fabuleux, un travail extraordinaire. Alors, oui, je voulais vous dire, vous avez remarqué que en feuilletant un peu les bouquins, qu'il y a pas mal d'illustrations de réemploi. Hein. Vous avez des illustrations qui apparaissent qui sont les mêmes dans pas mal de suppléments, peut-être même dans tous. Alors, pas toutes les illustrations, hein, il y en a des nouvelles à chaque fois, mais il y en a quelques-unes qui sont reprises. Alors, je suppose que s'il avait fallu faire
partout des illustrations originales, le prix aurait certainement gonflé. Et moi, personnellement, moi, ça me va très bien, même s'il y a des illustrations qui sont reprises, moi, ça me va très bien. Je suis pas là, j'aime bien quand il y a des beaux dessins, mais à la limite, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et le contenu, c'est pas forcément de l'illustration originale partout. C'est mieux quand il y en a, on est bien d'accord. Mais entre choisir un tarif plus que correct et avoir moins d'illustrations, je préfère un tarif plus que correct et avoir des illustrations de réemploi. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis toujours aussi fan de la série. Je crois qu'il va y avoir un autre pledge qui va être lancé avec une grosse campagne sur la vie d'Auguste, hein, donc il fera suite à l'Aigle de Rome. Et un autre supplément, qui a un sourcebook campagne, certainement, comme d'habitude, qui va avoir comme sujet la Gaule. Donc voilà, donc encore de beaux ouvrages à venir devant nous pour un superbe jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Imperator et sa gamme, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de bons jeux, de belles parties, et si vous ne connaissez pas Imperator, allez jeter un coup d'œil quand même. Ça vaut vraiment le coup, même si certains vont me dire, ah moi le jeu historique, le plonger dans la Rome historique est pour moi tout aussi dépaysant que d'aller dans le donjon d'un sombre magicien. Voilà, donc ça fait partie aussi du jeu de rôle, c'est vachement bien, c'est instructif, et bon, c'est génial. Voilà, écoutez, je vous remercie, passez des belles parties, ayez de belles parties, portez-vous bien, et à bientôt.